Bonsoir et bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Je sais que je n'ai parlé la semaine dernière, là, mais Justin Trudeau, comment ça ressemblait à une fin de règne ce soir-là? En tout cas, ça va être notre premier sujet pour ce soir. Bon, encore une fois, les libéraux, on dirait que tout ce qu'ils entreprennent ces derniers temps, hein, ça se revire contre eux. Puis là, en plus, il y a un blâme du commissaire à l'éthique, le SCRS qui avertit d'ingérence chinoise aujourd'hui. Donc, en tout cas, pas mal d'affaires à dire autour des libéraux en ce moment. Dans n'importe quel pays normal, j'ai l'impression que ça justifierait une destitution, mais ça a l'air qu'eux sont libres de continuer. En deuxième thème, on va parler un petit peu du chemin Roxham. Très rapidement, la déclaration de Legault là, qui a dit par rapport au chemin Roxham en invitant Trudeau à texter les migrants. On va retourner voir ça un petit peu. Sinon, C11, le Québec se réveille. Ben oui, parce que la loi C11, hein, c'est la loi pour en quelque sorte réglementer Internet et la soumettre au CRTC, aux normes du CRTC. Tu sais. Et là, Québec, la loi est sur le bord de passer et Québec se réveille tout à coup hein, et réalise que c'est dans un ça touche beaucoup la culture. On parle d'Internet, on parle du contenu sur Internet. Et là, Québec qui se réveille, il est minuit moins une. Donc, on va aller voir ça un petit peu. Sinon, État de l'énergie au Québec, c'est un rapport qui est sorti cette semaine, hein, justement, un rapport qui était neutre, hein, impartial, et qui faisait l'état, justement, de l'énergie au Québec et qui démontre qu'on n'est vraiment pas sur la bonne voie en ce moment et qu'en tout cas, les politiques de Legault, ça devient inquiétant si on s'enligne avec ces politiques-là et que la population, disons, n'embarque pas nécessairement dans ces politiques-là, ben on pourrait se retrouver avec de très graves problèmes là, bientôt. Là. Donc, l'état de l'énergie, c'est ça. On en parle beaucoup dans les derniers temps, mais c'est un rapport qui est sorti qui démontre beaucoup de nos inquiétudes, qui implique peut-être un changement de voie du gouvernement. Là, de quoi. Sinon, après ça, 5 Tchernobyl américains. Vous avez sûrement vu hein, en Ohio, là, à East Palestine, il y a eu un déraillement de train qui a fait s'écouler des produits chimiques et là, ils ont fait un feu contrôlé de ces produits chimiques-là qui a créé un nuage toxique au bout du compte. Et là, il y a beaucoup d'inquiétudes à savoir vers où le nuage va. Est-ce que les autorités nous informent vraiment de manière. Est-ce que les autorités nous disent la vérité sur tout ça? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et là, en même temps, il y en a d'autres qui rapportent sur les réseaux sociaux à ressentir des difficultés respiratoires et divers problèmes un peu partout. Et là, on compare la chose à Tchernobyl parce que faut se rappeler, Tchernobyl, il y avait eu un nuage hein, radioactif là, en Europe et c'est pas tous les gouvernements qui avaient dit à leur population les vraies conséquences de ça. Donc, là, certaines personnes sont en train de parler d'un Tchernobyl américain. Donc, c'est ça, ça va être nos thèmes pour aujourd'hui. Donc, on y va à l'instant. Alors Trudeau, on vient d'apprendre aujourd'hui, oui, que le SCRS a bel et bien informé Justin Trudeau hein, d'ingérence chinoise dans l'élection de 2019 et de 2021. Ce qu'on présumait, on avait déjà eu l'information comme quoi ça avait été révélé qu'en 2019 il y avait eu de l'ingérence. Et ben, on pouvait présumer qu'en 2021 il y en avait eu aussi parce qu'on n'avait pas entendu parler de ça, en tout cas au moment opportun ou que ça aurait été important de le savoir. Et c'est ça, donc l'information vient de sortir et non seulement ça, mais ça nous dit que Justin Trudeau était au courant. On se rappelle dans les débuts, Justin Trudeau disait non, non, mon cabinet n'a pas vraiment été informé de ça. Le CRS dit non, non, on l'a informé. Et là maintenant, hein, l'argument de Justin Trudeau a changé. Son argument désormais, c'est que le SRS l'a informé, mais il lui a dit que ça allait pas avoir d'influence sur les résultats. Donc la Chine est libre de s'ingérer tant qu'on ne voit pas d'influence notable. À quel point on peut dire ça a eu une influence ou pas? Est-ce que c'est une question comme de petits pourcentages? C'est où qu'on met la ligne? Je pense que la ligne est claire, c'est ingérez-vous pas dans nos élections, mais en tout cas, ça semble pas être l'opinion du gouvernement Trudeau. Mais c'est ça. Les prédations de la Chine sont plus vraiment approuvées. Là. Je veux dire, la semaine dernière, on voyait juste des ballons espions chinois traverser l'Amérique du Nord. On a les ingérences, on a les stations de police. Je veux dire, on manque plus vraiment d'éléments pour savoir qu'il y a des prédations assez assumées de la Chine sur notre territoire. Là. Ce qui indique aussi ce rapport-là, c'est le fait que ce qu'on avait appris là, il y a quelques mois, c'est qu'il disait que c'était pas pour encourager un parti ou l'autre. Là, c'était plus pour foutre un peu le bordel dans la politique canadienne, disons. Mais là, ce qu'on a appris avec le récent rapport, c'est que ça visait à réélire Justin Trudeau et à nuire aux conservateurs. Donc là, on vient d'apprendre qu'il y a aussi un billet partisan
qui fait partie de ça. C'est pas juste une question de foot un peu le bordel hein, d'une manière trollistique. Là, c'est vraiment une question d'encourager, d'aider un parti à rester au pouvoir dans un pays parce que ce parti-là forme des gouvernements qui nous avantagent. Donc, on peut en conclure que les libéraux avantagent la Chine. C'est aussi simple que ça. Et ça fait du sens aussi. Quand tu regardes à quel point les libéraux semblent avoir aucune préoccupation par rapport à la Chine, à quel point Trudeau, même d'un point de vue personnel, semble aussi soumis. On le sait que son frère, dans la famille, il semble avoir un petit culte pro-chinois. Là. Donc, évidemment, oui. Puis les conservateurs qui sont plus stricts, disons, sur toutes les questions de sécurité nationale. Donc, on peut penser que oui, Pékin aime mieux que ce soit des libéraux au pouvoir. Donc, ça fait partie des révélations. Cette fois-ci, c'est pas juste, c'est pas neutre ou de quoi du style. C'est vraiment pour aider les libéraux. Alors, on peut penser aussi que les libéraux en ont profité, évidemment. D'ailleurs, cette semaine aussi, on apprenait que le SCRS mettait en garde contre un ministre ontarien proche du Parti communiste chinois, c'est-à-dire un ancien ministre. Donc, comme on dit ici, le premier ministre Justin Trudeau et ses principaux collaborateurs ont été avertis à au moins 2 reprises que les députés du gouvernement devaient être prudents dans leurs relations politiques avec l'ancien ministre libéral de l'Ontario, Michael Chan, en raison de ses liens présumés avec le consulat de Chine à Toronto, selon des sources de sécurité nationale. Donc, tu sais, ça nous ramène un petit peu à ça. C'est que là, on ne le sait pas exactement. Hein, les premiers rapports qu'on avait eus il y a quelques mois, on nous disait qu'il y avait 11 candidats qui avaient été influencés. On parlait même d'espions chinois qui seraient fait engager au sein des équipes de partis pendant les élections. Mais on n'a jamais su c'était qui, les 11 en tant que tels. Bon, c'est pas lui en tant que tel, mais on le sait qu'en tout cas, il a l'air d'avoir beaucoup d'activités à Toronto. Donc encore là, ça, un représentant qui ontarien dans ce cas-ci, ça semble être beaucoup concentré à Toronto, en Ontario, autour de Toronto. Donc, ben c'est ça, d'autres éléments hein, qui ne laissent plus aucun doute que le Canada est compromis très fortement au regard de la Chine. Là. Et ils en parlent aussi dans l'article du Global Mail qui a sorti l'information aujourd'hui, là, qu'on a traduit là, sur Québec Nouvelle, que vous pouvez aller voir, qui dit, bon, le plus important encore, les rapports de renseignement montrent que Pékin était déterminé à ce que les conservateurs ne gagnent pas. La Chine a eu recours à des campagnes de désinformation et à des mandataires liés à des organisations sino-canadiennes à Vancouver, dans la grande région de Toronto, du Grand Toronto, excusez-moi, qui comptait d'importantes communautés d'immigrants de la Chine continentale, etc., pour exprimer son opposition aux conservateurs et favoriser les libéraux de Trudeau. Donc, c'est clair cette fois-ci que c'était vraiment pour nuire aux conservateurs. De quoi de curieux, ils disent que les documents du SCRS révèlent que les diplomates chinois et leurs mandataires, y compris certains membres de médias de langue chinoise, ont reçu l'instruction de faire pression sur le Parti conservateur pour qu'il soit trop critique à l'égard de la Chine s'il est élu, qui suivent l'exemple de l'ancien président américain Donald Trump et interdisent les étudiants chinois. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que, ben, c'est ça, dans le fond, la Chine voulait que les conservateurs deviennent trop radicaux à l'égard de la Chine pour que ça crée, je présume, pour que ça crée un backlash, puis que les gens, les Chinois à l'intérieur, disons, du Canada soient plus contre les conservateurs, où ils voient justement une espèce de forme de discrimination ou quoi du style. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup d'activités, puis que clairement la Chine s'ingère dans notre politique et essaye de l'influencer. Sinon, comme je le mentionnais vite, il y a aussi le commissaire à l'éthique qui a demandé une formation obligatoire pour tous les libéraux là, en matière d'éthique. Là. Euh, donc, ça frôle l'absurde là, à ce stade-là, là, littéralement. Je crois que c'est le huitième blâme là, du commissaire à l'éthique. Puis il en est rendu à un point exténué, hein, Mario Dion. Oui, ben c'est ça. Il croit que c'est. Il juge bon de rappeler les bonnes normes en éthique du gouvernement Trudeau, mais en même temps, troublant parce qu'il dit littéralement, il dit il y en a certains là-dedans que ils peuvent pas vraiment argumenter que c'est par ignorance des concepts là, de l'éthique, parce que c'est pas la première fois. Pour la plupart, hein, ceux qui ont été blâmés dans les derniers temps, c'est des gens c'est des gens de carrière qui c'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à des situations où où leur éthique
leur imposerait de se comporter différemment. Là. Donc, c'est ça. Encore une fois, c'est une autre affaire. Les libéraux, ça n'arrête pas ces derniers temps et on en vient à se demander, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore, dans le fond, ils peuvent encore sévir parce que dans n'importe quel autre pays, je pense que ce qu'on a en ce moment justifierait une destitution. Littéralement, Justin Trudeau n'est plus apte, n'est plus légitime au pouvoir là, avec tous les scandales qui sortent. Va falloir éventuellement que les Québécois, que les Québécois et que les Canadiens se réveillent. Maintenant, Roxham, vous avez dû le voir passer. Euh, je sais pas pourquoi je ris. Je veux dire, ce qu'il dit, c'est complètement vrai, c'est complètement légitime. C'est juste que la formulation est juste drôle de dire au premier ministre Trudeau de tweeter aux migrants puis de leur dire de pas venir. Je sais pas, il y a quelque chose d'un petit peu comme ironique, c'est de la post-humour, de l'humour post-moderne. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je veux dire, il y a de quoi de tellement ironique quand on en revient à l'espèce de politique via Twitter de Donald Trump quasiment, là, de dire, là, il faut que tu envoies un tweet pour régler une situation politique. Pour ceux qui l'ont pas vu, en tout cas, on va aller voir la vidéo tout de suite, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Là, il serait temps que Justin Trudeau fasse un nouveau tweet pour dire de ne plus venir parce qu'on a dépassé notre capacité d'accueil. Donc, M. Trudeau a une responsabilité là-dedans. Là. Puis, écoutez, on a des problèmes de logement, de places dans les écoles, de personnel dans les hôpitaux. À un moment donné, là, il faut que M. Trudeau envoie un nouveau message. Bon, la formulation est spéciale, comme je dis, hein, le fait de faire référence à Twitter, de dire il faut que tu envoies un tweet, on se dit c'est quoi la politique, c'est rendu une question de tweet quelque chose puis ça va se régler. Mais en même temps, il y a quand même raison. C'est-à-dire que d'un point de vue de communication publique, le Canada, si le message qu'il envoie, c'est vous pouvez traverser la frontière d'une manière illégale, dans tous les cas, ça ne fait pas vraiment de différence et on va vous accepter dans nos bras. T'sais, on comprend que Justin Trudeau, le tweet auquel François Legault là, fait référence par rapport à Justin Trudeau, c'était un tweet que Justin Trudeau a fait en 2017, bon, dans le contexte de la crise migratoire qui a commencé en 2015, mais ça l'a continué, puis on est encore en quelque sorte dans cette espèce d'épisodes migratoires où les pays occidentaux se sont mis à ouvrir leurs portes aux migrants. D'abord, c'est pour l'État islamique, puis ça a l'air que là, maintenant, c'est nécessaire aussi en Amérique et un peu partout. Ça crée comme un espèce d'effet domino spécial. Mais le fait est que l'effet domino est compréhensible, considérant que c'était ça le message qui était envoyé en 2015 et 2018 au moins, et même ça s'est continué dans certains pays, mais le message qui était envoyé, c'était vous pouvez rentrer de quelque sorte de manière que ce soit, et vous allez être accueillis. Nous sommes des peuples accueillants, on est gentils. Et c'est bien beau être gentil, mais c'est là où justement il faut mettre une limite. C'est-à-dire que si tu envoies le message, on va vous accueillir, tu vas créer une crise migratoire. Le monde va dire, ok, c'est gratuit d'aller là-bas, on n'a pas à faire de démarche, on n'a pas à faire quoi que ce soit, on va juste aller là-bas et on devient pratiquement citoyen. C'est sûr que tu invites les gens à ça, surtout si tu les invites par tweet. Donc, Legault a raison de dire que Justin Trudeau, s'il veut régler en quelque sorte le problème de Roxham, parce qu'il a commencé à en parler, de peut-être commencer à régler ça, parce que les Américains aussi commencent à s'impatienter là-dessus, là, quoique c'est une bonne manière de nous envoyer leurs migrants, mais ça reste que c'est pas la meilleure relation entre les deux pays si tu as comme un point de passage de même. Dans tous les cas, oui, Legault il a complètement raison de dire à Justin Trudeau que là, il faut envoyer le message que ne venez pas. Ne venez pas. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui est mort récemment. Puis c'est un petit peu ça le concept. C'est que si tu invites les gens à traverser d'une manière irrégulière, tu les invites à, de un, peut-être se ruiner pour un trajet qui servira à rien. Peut-être prendre des risques, justement, qui sont pas nécessaires, qui peuvent mener à la mort. T'invites vraiment les gens, tu les invites aussi à peut-être être des victimes de trafic humain, de toutes sortes de choses dégueulasses. Donc, de dire aux gens venez d'une manière irrégulière, c'est très très irresponsable parce que tu mets en danger la vie de ces gens-là. Et oui, effectivement, Justin Trudeau, pour corriger ce texte-là qui invitait carrément tout le monde au Canada, oui, effectivement, il faudrait commencer à envoyer le message ne venez pas au Canada de manière irrégulière, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Je ferai une image, je le sais que c'est peut-être insensible, mais je ferai une image juste si vous avez quelqu'un qui veut venir chez vous pour souper. Puis tu leur dis, ce soir-là, viens pas, ça sert à rien, je vais trop être dans le jus. Puis il dit, non, je vais venir pareil.
faut comme tu le dises clairement. Non, non, mais c'est parce que si tu viens, je vais te fermer la porte au nez, puis il va falloir que tu repartes. Tu vas avoir fait un détour pour rien. Tu vas peut-être avoir dépensé de l'argent pour rien. Tu vas peut-être te faire frapper sur le chemin pour rien. Anyway, ce que je veux dire, c'est que vous comprenez le concept. À un moment donné, il faut le dire. Si tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas rentrer. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut que tu dises les conséquences. Et c'est sûr qu'on veut être empathique puis dire tiens, on les prendrait toutes dans nos bras, mais à un moment donné, il faut mettre une limite. Et c'est cette limite-là que Legault demande à Trudeau de rétablir. Une limite qui est tout à fait légitime pour tout pays moderne qui se respecte. Maintenant, C11, le Québec se réveille. Bon, comme je disais, C11, c'est une loi qui vise à bon, je le formule de cette manière-là, subordonner Internet aux normes du CRTC, c'est-à-dire ça vise à réglementer Internet, le contenu qui s'y trouve, pour que ça réponde aux normes du CRTC, donc aux normes canadiennes essentiellement. T'sais. Et ben, c'est ça, là, ça fait des mois, il y a eu C10 que les libéraux avaient essayé, là, finalement, ils se sont repris avec C11, puis ça fait au moins 1 an que tout le monde en parle, dans le Canada anglais, là, la majorité du monde. YouTube a fait des campagnes de pub, là. Ils ont investi des milliers, je ne sais pas combien en fait, mais ils ont investi beaucoup d'argent dans plein de pubs. YouTube clairement opposé contre C11. Tout le monde en parle, mais le Québec en a pas parlé. Et c'est surprenant parce que le Québec, tout ce qui est des enjeux culturels, clairement, le Québec saute là-dessus habituellement. Et là, dans ce cas-ci, la loi est sur le bord de passer. Elle est passée au Sénat avec des amendements, là, elle est de retour en Chambre pour finalement être votée. Et le Québec, il se réveille là. Et donc, l'Assemblée nationale, cette semaine, a voté à l'unanimité une motion pour s'assurer que soit intégré dans la loi C11 une espèce de mécanisme que le Québec soit consulté pour ce qui est des orientations du CRTC qu'il va pouvoir appliquer sur le web. Et je trouve ça particulièrement important là, quand même de marteler ça. Là. C'est que d'un, la loi C11, comme je dis, de subordonner Internet qui était considéré un peu comme un Far West, ou un espèce d'espace de liberté totale il y a quelques années. Et là maintenant, Internet est rendu tellement subordonné à des normes, des réglementations, que ce soit étatiques ou même sur les plateformes en tant que telles. Internet est beaucoup moins libre qu'il l'était. Et là, ça, c'est une norme qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec un Internet, littéralement un Internet canadien. Et vous allez peut-être voir plus de contenu canadien ou de contenu dans les normes du CRTC que vous en auriez vu en adaptant vous-même vos algorithmes. Donc, tu sais, je vois pas en quoi on voudrait avoir un Internet plus canadien. Anyway, c'est une question sur l'ingérence de l'État sur la culture et tout. Mais n'en demeure pas moins que dans le cas québécois, c'est d'autant plus ridicule. Parce que si le Québec... c'est bien beau, on en revient à ce que je disais avec Jérôme Blanchet dans l'entrevue que j'ai faite avec lui, mais c'est bien beau, le légalisme, de faire des lois. Admettons, là, on parle des lois pour les cégeps en anglais. Mais d'un autre côté, c'est complètement dans notre angle mort. On a complètement oublié de se prononcer sur la loi C11. Et le Bloc québécois a voté pour avant que ce soit envoyé au Sénat. Pourquoi le Bloc québécois vote pour une loi qui traite d'Internet? On le sait. Regardez Internet, c'est rendu probablement la plus grosse partie de la culture Internet. Parce que oui, il y a encore des spectacles, il y a encore des albums qui sortent, il y a encore des pièces de théâtre qui se font, mais tout le monde finit par se rejoindre sur Internet et la culture est consommée majoritairement sur Internet. Donc, je comprends pas pourquoi Internet n'est pas à ce point-là dans le collimateur des nationalistes. Je veux dire, clairement, c'est un enjeu majeur pour le Québec en termes de culture si tu laisses le fédéral réglementer Internet sans avoir, toi, ton mot à dire. Bon, maintenant, là, l'Assemblée nationale l'a fait, a demandé ça. Ça va peut-être, probablement pousser, parce que là, c'est à l'unanimité, c'est pas juste le gouvernement Legault, c'est toutes les partis donc, qui représentent l'entièreté du Québec qui demandent d'avoir une assurance d'être consultés là-dedans. On s'entend que c'est une demi-victoire. Si on réussit à avoir ça, ça va être une demi-victoire parce que le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas cette loi-là pantoute. Là. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais bon, à tout le moins, dans une perspective nationaliste, très clairement, le Québec devrait demander à avoir son mot à dire là-dessus parce que s'il perd Internet, ben, clairement, tu ne peux plus vraiment affirmer que tu contrôles quoi que ce soit sur la culture. Très, très clairement. Donc là, pour revenir au blog, ben, c'est ça. Il avait voté pour la première fois. Est-ce qu'il va se réviser? Ben, j'espère. Il y a une chance de se reprendre. Moi, je l'inviterais à même pas proposer d'argument et juste refuser la loi et rejoindre les conservateurs qui, eux, c'est le seul parti en ce moment qui combat cette loi-là à la Chambre des communes.
En tout cas, surprenant encore une fois, une espèce de phénomène de bulle au Québec où on n'a pas vraiment vu ça aller. Et c'est un petit peu gênant. T'sais, on réagit un petit peu trop tard sur un des sujets les plus importants pour notre culture dans les prochaines années. Euh, donc voilà, peut-être une chance pour le bloc de se reprendre. On l'espère bien. Maintenant, il y a un rapport qui est sorti cette semaine aussi, l'état de l'énergie au Québec. Donc, un rapport qui fait vraiment l'état de la situation là, en lien avec les politiques gouvernementales, la transition énergétique et est-ce que les comportements citoyens et tout. Une étude qui est plutôt impartiale, là, je dirais. Donc, de HEC Montréal et écrit par Joanne Whitmore et Pierre-Olivier Pinault. Donc, qui va de révélations assez surprenantes tout de même. Je veux dire, ne serait-ce que 71% des véhicules qui ont été achetés dans les dernières années au Québec étaient des VUS. Bon, je crois que tout le monde l'a un peu remarqué, là, qu'au Québec, c'est fou comment il y a beaucoup de pick-up et qu'il y a beaucoup de VUS. On dirait que les voitures disparaissent, littéralement. Je pense que c'est autour de 20% là, qui disent dans ce rapport-là qu'il y aurait de voitures. Et là, en même temps, on nous parle depuis quelques temps de sobriété énergétique, de transition, puis qu'on devrait se débarrasser des voitures à essence en 2035. Ça fonctionne pas, là. Clairement, il y a de quoi qui fonctionne pas. Les tendances de consommation des Québécois ne suivent pas ce que le gouvernement est en train d'annoncer. Donc déjà, on voit un problème à l'horizon. C'est sûr que si tu as des perspectives gouvernementales qui vont dans un certain sens, puis que la population, elle écoute, mais finit quand même par acheter un VUS, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir par causer un problème. Il y a un décalage complet entre ce que la population fait et ce que le gouvernement lui demande de faire, là. J'ai publié ce texte de Éric Tétrault de l'Association de l'énergie du Québec. Excellent texte justement qui fait un résumé un petit peu de ce rapport-là et qui dit, c'est ça, pour un gouvernement qui compte beaucoup sur l'électrification des transports pour atteindre ses objectifs, il s'agit d'un gros coup d'éclat. Il est clair que les Québécois ne montrent aucune intention de changer quoi que ce soit à leur façon d'agir envers l'environnement. Donc c'est ça, c'est bien beau de prétendre être environnementaliste, mais si au bout du compte la population ne subit pas, c'est qu'il y a un problème dans le plan quelque part. Il continue en disant qu'il s'agisse de décourager l'utilisation de l'automobile personnelle, d'arrêter de manger de la viande, de cesser de voyager ou de faire la vaisselle à minuit. Les Québécois, comme d'autres personnes, n'adhèrent tout simplement pas à la transition accélérée. Et il va d'une phrase un peu inquiétante aussi, on va se le dire. Hein. Nous nous rapprochons de plus en plus du moment où les gouvernements devront dicter ce qu'il faut faire s'ils veulent vraiment maintenir leur objectif en matière d'émissions. Là, on arrive au creux du problème, là, au sens où là, on nous demande de le faire. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se tanner et demander de nous forcer à le faire, d'autant plus si on s'entête dans ces politiques-là. Donc, est-ce que c'est pas mieux de peut-être prendre un pas de recul, revoir un petit peu, est-ce qu'on peut pas trouver une manière de faire une transition, parce qu'on n'a pas une révolution. Là, ce qu'on nous propose, c'est plus vraiment une transition. C'est une révolution. C'est comme si du jour au lendemain, là, on veut vraiment tout modifier les comportements. Peut-être justement qu'il faudrait prendre un pas de recul et retourner sur la table à dessin et revoir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par transition. Est-ce que c'est vraiment une transition ce qu'on fait là? Et c'est ça, parce que si on s'entête, c'est ça qui pourrait arriver. Que le gouvernement il dise, là, c'est parce qu'on va vraiment être dans des gros problèmes si les gens se soumettent pas tout de suite là, à notre projet de transition. Donc, à un moment donné, un matin, ils vont se réveiller puis ils vont dire, on le demande plus, on l'exige. Et est-ce que c'est ça qu'on veut d'un gouvernement? Est-ce qu'on veut pas plutôt justement transitionner, y aller au rythme où la population juge que c'est nécessaire? C'est correct, hein, la population n'a pas la science infuse, c'est correct aussi de vouloir faire de la sensibilisation puis de transmettre des bonnes pratiques en matière d'environnement et tout, mais il faut rester réaliste. C'est de la politique, il faut rester réaliste. Une population, comme je dis, tu ne peux pas faire une révolution du jour au lendemain comme ça. Sinon, c'est ça va créer des problèmes à l'avenir. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ça, il y avait aussi la statistique là, que en 2021, 71% de tous les véhicules vendus au Québec étaient des VUS. 18 milliards de litres d'essence ont été consommés, ainsi que 3,6 milliards de litres de diesel. Deux records historiques. Donc, on a plus consommé d'essence que ce qu'on a consommé dans toute l'histoire. Et 9% des véhicules vendus étaient des véhicules électriques, ce qui porte le total à 5% sur les routes. 9% de vendus.
Vous me direz, ouais, on vient de commencer la transition. Le gouvernement vient de commencer à marteler ça, mais ça reste que ça vient vite, là. Ça vient très, très vite, là. Et bon, justement, Fitzgibbon a nié récemment que c'était une crise énergétique. Et c'est vrai, on n'est pas en crise énergétique en ce moment. C'est pas ça le point, justement. C'est, on se dirige vers une crise énergétique. Dans les considérations actuelles, là, comment que la conjoncture, hein, comment que ça se dirige, si les plans ne sont pas changés ou s'il n'y a pas de quoi qui est fait, on se dirige vers une crise énergétique. Donc, je comprends bien que M. Fitzgibbon veut utiliser ça d'une manière à essayer de discréditer en disant on n'est pas dans le monde exagère, on n'est pas dans une crise énergétique. Non, on le sait, on ne l'est pas en ce moment. Non, clairement pas. C'est pas ça le point. Ça n'a jamais été ça le point. C'est le fait qu'on se dirige vers là et ce rapport-là nous le démontre. Donc, c'est ça. Fait que sur ce sujet-là, c'est pas mal ça. Maintenant, pour ce qui est du Tchernobyl américain. Bon, vous avez vu hein, le déraillement de train qui s'est produit en Ohio, dans la ville de East Palestine. Donc ici, il y a une image de ça. Et ce qui s'est produit, c'est que dans ces wagons-là, il y avait des substances assez toxiques, là. De la chlorure de vinyle. Donc, bon, je ne sais pas exactement. Je sais que lors de la combustion, c'est plus exactement le même produit chimique qui est rendu, disons, dans les nuages. Mais c'est ça, c'est qu'il aurait fait un feu contrôlé là, en se disant c'est mieux de le faire brûler que de le laisser s'écouler, disons, dans la nappe phréatique, je présume. Donc, plus particulièrement, ce tweet-là est celui que je vois partagé partout. Donc, ça dit This is more than Ohio. I'm across the lake area in southern Ontario, Canada, by Niagara Falls, and me and my family have had non-stop headaches for about 7 days straight now, and we can literally smell the chlorine over here in Canada. This is bigger than they are telling us. Donc, il dit essentiellement, j'étais avec ma famille, hein, je suis dans le sud ontarien, près de Niagara Falls. Puis ma famille et moi, on a des maux de tête depuis à peu près 7 jours. On peut carrément sentir la chlorine ici au Canada. C'est plus gros que ce qu'on dit. Et bon, évidemment, c'est assez dramatique. On se demande, est-ce qu'il y a raison? Et le problème que j'ai avec ça, c'est peut-être vrai. Le problème que j'ai avec ça, c'est que là, bon, tu vas dans les sections ici, et il y a beaucoup de monde qui disent, bon, on a la fameuse image là, aérienne. Quand même surprenant, par contre, on voit une claire distinction entre les nuages puis le noir. Mais c'est que tu vois des messages qui disent, moi, je suis dans le même secteur, puis moi, je sens rien, je sais pas. Puis là, tu sais, ça se met à débattre là-dessus. Et le fait est que ce tweet-là est devenu viral. À chaque fois que je cherche par rapport à ça des symptômes en Ontario de maux de tête ou des affaires du style, c'est toujours ce tweet-là qu'on revient. Et là, j'ai l'impression que ce tweet-là est comme devenu la source de pas mal tout le monde. Donc, je sais pas, est-ce que certains médias n'ont pas essayé de contacter directement? Est-ce qu'il s'est pas prononcé dans les médias? Est-ce que on peut pas vraiment dire à ce stade-là, est-ce que c'est une source légitime? Le fait est que sur Twitter, ce tweet-là en particulier est devenu tellement viral que tout le monde l'utilise comme une source pour dire c'est chez nous. Donc on peut pas vraiment savoir est-ce qu'il y a vraiment du danger, est-ce que c'est ci, c'est ça, basé sur un tweet évidemment, mais en tout cas c'est là, tu sais. Et une autre image hein, qui est sortie, c'est celle-là où on voit, dans le fond, je pense que c'est National Oceanic and Atmospheric Administration, donc c'est le ISPLIT, qui est comme une manière de modéliser en quelque sorte des particules dans l'air, là, je présume dans l'atmosphère, et qui ici a été utilisé pour produire cette image-là. Donc, je ne sais pas exactement comment fonctionne le logiciel, je sais pas, ça a l'air difficile à croire en tout cas que ce soit autre chose qui ait réussi à modéliser dans ce cas-ci. Et on voit bien bon, que c'est ça, le nuage remonte vers Buffalo, Montréal et tout. Donc on voit que oui, ça a passé au-dessus du lac Ontario, du lac Erie. Et que ça était un petit peu dans la vallée du Saint-Laurent. Et bon, pour ce qui est de la nappe phréatique, bon, en tout cas, dans ce cas-là, on le sait que c'est le bassin qui se dirige plus vers les Grands Lacs. Donc, ça va plus être les Grands Lacs où que ça va ruisseler que, disons, le côté atlantique de la chose. Donc, encore là, plutôt des mauvaises nouvelles. Et c'est ça, là, les gens spéculent.
disent même que bon, les médias n'en parlent pas, les gouvernements n'en parlent pas, on nous cache ça et c'est essentiellement un Tchernobyl. Est-ce qu'on va voir une augmentation des cancers dans la région et tout et tout? Beaucoup d'implications à ça. Et effectivement, ben, le plus que les gouvernements n'en parlent pas, le plus que les médias ne vont pas au bout des choses là-dedans, ben, c'est sûr que là, c'est là que la spéculation ben, prend libre cours et ça peut devenir un petit peu incontrôlé. Donc, ben, je crois que c'est sur ce, je pense que c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié et passez une belle semaine.